Au studio à commercial Cube.radio. Un autre sujet qui polarise, est-ce que vous avez fait le virage électrique? Est-ce que vous avez adhéré? Ou est-ce que, comme P.O. Zappa, chef d'antenne du TVA 22h, animateur dans vos affaires, chroniqueur au Journal de Montréal, vous avez adhéré à l'électrique, mais vous avez fait un chemin arrière pour retrouver votre véhicule à l'essence? Bienvenue à Cube. Salut Isabelle. Fraîchement de retour de vacances. Oui. Ben, les vacances se prolongent à la maison, mais oui, on a fait une petite escapade en famille, alors je suis de retour. Et toi, tu avais fait une chronique il y a quelques mois dans le Journal de Montréal sur le fait que tu avais été un peu déçu des véhicules électriques. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une chronique que tu avais... Chronique il y a 2 mois qui avait fait grand bruit. Écoute, c'était très simple. Une expérience personnelle, par moments désagréable avec un véhicule électrique. Je parlais de mon retour vers un véhicule, en l'occurrence hybride non rechargeable. Mais au-delà de ça, il y a 2 mois, ce que je voulais lancer comme réflexion collective, est-ce que nos cibles d'adoption du véhicule électrique sont réalistes? Est-ce que le gouvernement et les gouvernements se donnent tous les outils pour permettre une adoption rapide et efficace du véhicule électrique? Est-ce que le marché est suffisamment abordable pour la classe moyenne? Alors, ce sont toutes des questions pertinentes. Ultimement, puis je tiens à le préciser, je pense que l'avenir, évidemment, c'est l'abandon des hydrocarbures. L'avenir est à l'électrique, aux technologies vertes, autant pour la production énergétique que des technologies de consommation comme les véhicules. Mais il faut faire face aux défis et aux obstacles qui se posent devant nous pour pouvoir rapidement trouver des solutions efficaces et avoir une planète qui se porte mieux. Mais 2035, ça arrive vite, là. C'est demain matin. Ça arrive très vite. Et le constat, parce que j'ai publié ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, une chronique de suivi sur mon retour avec un véhicule hybride non rechargeable. C'est vrai que l'horizon 10 ans pour évacuer complètement le véhicule à essence apparaît difficilement réalisable, surtout dans un contexte où l'offre demeure modérée et où le prix de l'essence, lui, demeure très faible. Mais très ça, faible historiquement. Parce que c'est le point de vente des véhicules électriques. Oui. C'est l'essence augmente avec l'inflation, c'est fou, mais toi, tu fais l'analyse presque inverse. J'ai voulu mettre en perspective les prix d'aujourd'hui et ceux d'il y a 10 ans. Alors, si je fais une comparaison simple, 1 litre d'essence à 1,60 $. Ce matin, je suis passé à la pompe simplement pour vérifier 1,55 $ à la pompe. Dis-toi qu'en 2008, le prix de l'essence avait atteint un pic de 1,50 $. Alors, 1,50 $ en 2008, si on le transpose en dollars d'aujourd'hui, ce serait 2,14 $ le litre d'essence. On est à pas mal moins que ça. Donc, en dollars constants, en dollars d'aujourd'hui, 1 litre d'essence est plus abordable qu'il y a une douzaine d'années et plus abordable qu'à certains moments également, comme dans la chronique, je fais état de certaines dates où le litre d'essence était nettement plus cher par le passé. Donc, l'argument économique financier, il devient de moins en moins pertinent pour convaincre les gens de faire la transition, surtout avec le prix aux bornes de recharge qui augmente, surtout avec le prix des assurances, le prix de remplacement. Les pneus qui usent plus vite parce que le véhicule est lourd. Exactement. Donc, si on veut séduire la classe moyenne, qui en ce moment paye de plus en plus cher pour ses véhicules, l'argument économique est moins efficace. Qui a l'argent? OK, il y en a une petite tranche, mais de se payer une voiture 70-90 000. Regarde la Ioniq 9, un VUS familial qui est vraiment destiné pour la famille typique au Québec qui veut avoir un VUS, qui veut avoir de la place, les enfants jouent au hockey. Je vérifiais les prix, on est à 70 000 $ pour un modèle 4 roues motrices de base. 70 000 $ pour un VUS qui va t'offrir une autonomie appréciable, certes, mais ça fait énormément d'argent. Alors qu'un VUS thermique, avec les mêmes proportions, va coûter moins cher. L'autre question que je veux aborder, puis on parle d'abordabilité, Isabelle, c'est le fait que les véhicules, qu'ils soient à essence ou électriques, coûtent de plus en plus cher. Et c'est un problème. Puis on a des chiffres tout frais ce matin. Aux États-Unis, et donc les chiffres sont probablement pratiquement les mêmes au Canada, depuis 2015, le prix moyen d'un paiement mensuel de véhicule a augmenté de 60 %. Désormais, 14 % du revenu d'un ménage,
14 est consacré à un véhicule, alors qu'il y a une dizaine d'années, on était plutôt autour de 9-10 %. Donc, la proportion de notre budget qui était normalement alloué au véhicule est en constante augmentation. Et désormais, on le voit au Canada, le nombre de personnes qui sont en défaut de paiement sur des véhicules a augmenté de façon vertigineuse au fil des derniers mois. Donc, il faut se poser la question, au-delà de l'adoption du véhicule électrique, comment peut-on gérer une abordabilité, disons, plus importante, autant dans le segment des véhicules neufs que du segment des véhicules d'occasion, parce qu'en ce moment, si vous magasinez un véhicule, vous allez le constater, dans le segment de l'occasion, les prix demeurent stratosphériques. C'est parce que dès que tu as un bris de trouver la pièce, c'est compliqué. Un pneu 300 $ versus une vieille berline à 150, c'est le double. C'est très, très cher si ça brise, trouver les pièces. Un rétroviseur. Un simple rétroviseur, désormais, peut coûter des centaines, voire des milliers de dollars. Il faut qu'il l'aille en stock. Exactement. J'ai un copain qui a eu un bris de pare-choc. J'ai un pare-choc désormais avec tous les capteurs qui sont intégrés va coûter des milliers de dollars à remplacer. Et lorsqu'on parle de coût de remplacement pour un véhicule électrique, c'est encore plus cher. Donc, les primes d'assurance ont augmenté de façon considérable au cours des dernières années. La question de l'abordabilité doit être au cœur de notre réflexion sur la transition. Qui dit abordabilité dit concurrence, dit plus de modèles, dit ouverture des marchés. Et il faut convaincre à un moment donné des constructeurs comme Volkswagen, comme Nissan, qui développent des modèles électriques outre-mer et qui ne les mettent pas en marché au Canada. Il faut trouver une façon de les convaincre de le faire pour qu'ultimement, les prix soient plus doux pour des consommateurs qui seraient prêts à faire le saut, mais qui en ce moment font le calcul et se disent, c'est pas à la portée de mon portefeuille. Le rêve, là, une voiture qui n'est pas techno. Abordable, mais pas techno. Enlevez-moi les bébelles électroniques. Là. Mettez ça bien standard, comme les véhicules en 2010. Ça, je serais peut-être preneuse. Mais toi, ça a été quoi le déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, ta voiture électrique, tu t'es dit, OK, je l'ai fait, je l'ai essayé, je retourne au véhicule à essence. C'est quand est-ce que tu as pris cette décision-là? Ça a été quoi? J'ai vraiment adoré mes véhicules électriques, l'expérience de l'électrique, le silence, le fait que j'ai eu l'occasion de me recharger à domicile pendant une période de temps où au domicile, j'avais une borne. Et tu vas voir, c'est là que ça a un peu changé. L'expérience de l'électrique, je veux dire, ce sont des véhicules technologiquement avancés. J'ai adoré mes deux véhicules électriques. À un certain moment, de par mon agenda, du fait que je fais beaucoup d'allers-retours, que je me promène avec la famille, il y avait un fardeau qui était lié à trouver une borne de recharge. Et à un certain moment, j'ai déménagé, n'ayant plus de borne à la maison. Là, le fardeau, en terminant de travailler tard le soir, de devoir trouver des bornes disponibles dans la région métropolitaine, de devoir prendre 1 heure, voire plus de mon temps après le travail, en pleine nuit, pour me recharger. Ça devenait un fardeau. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire le changement à un moment où j'estimais que le coût de revente de mon véhicule électrique me permettait de sortir presque kiff-kiff. Donc, j'ai été chanceux, j'ai fait une analyse de marché et j'ai pu rentrer en quelque sorte dans mon argent. Maintenant, le fait de pouvoir se recharger à la maison, c'est un luxe. C'est un luxe que des gens ont et tant mieux. Et ça peut, à ce moment-là, devenir carrément un facteur d'adoption du véhicule électrique. Quelqu'un qui a un bungalow, qui peut se recharger, qui fait de courtes distances, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Quelqu'un sur l'île de Montréal, là, c'est un peu compliqué. Ben là, si vous êtes en appartement, si vous n'avez pas... Là, c'est un facteur, disons, à considérer. Est-ce qu'il y a des bornes près de la maison? Et le réseau est développé, mais... Semi, hein, parce qu'il y a beaucoup de bornes défectueuses, il y a beaucoup de bornes, très peu de bornes pour le nombre de véhicules qui augmente aussi. Ça, c'est un enjeu. C'est un gros défi. Et je vois ce qui se passe dans d'autres pays où on installe des méga-parcs de recharge rapide. Je pense au Mexique où on a pensé... on arrive dans un parc de recharge, il y a une centaine de bornes de recharge rapide. Lorsqu'on déploiera de telles solutions qui vont permettre facilement à des gens de se recharger rapidement, ça va enlever un irritant majeur. Encore faut-il avoir une volonté de le faire et avoir cette rapidité pour le faire. Hydro-Québec met des mois pour brancher des bornes dans le réseau un peu partout au Québec. On voit également des bornes, je vois des bornes du circuit électrique
Par exemple, quand on arrive au Madrid 2.0, là, j'ai fait la file nombre de fois au Madrid 2.0 en attendant des dizaines, voire des heures pour qu'une borne se libère. C'est pas nécessairement une borne rapide qui va être disponible. Pas nécessairement. Et là, je voyais se poindre au loin un nouveau parc de nouveaux modules de recharge. Ça a pris des mois et des mois avant que ce soit disponible. Donc, il semble qu'on n'ait pas cette rapidité pour déployer un nombre de bornes suffisant pour répondre à la demande. Encore là, évidemment, je parle à partir d'une expérience personnelle qui est celle d'autres automobilistes qui m'ont contacté également. Il y en a d'autres qui me disent, nous, on n'a absolument aucun problème. On a identifié des points de repère sur des routes qu'on réalise, qu'on fait fréquemment, puis nous, ça nous convient. Et j'ai envie de te dire, Isabelle, tant mieux. Tant mieux pour ces gens-là. Si on a les moyens aussi. Il y a un enjeu environnemental aussi qui me chicote parce qu'on dit beaucoup que l'environnement, les véhicules électriques vont aider. Par contre, je me dis tout ce que ça prend comme énergie pour faire des batteries de lithium. Il y avait un documentaire justement où on nous disait c'était les yeux du cœur, les yeux de la mer, le cœur... En tout cas, j'ai oublié le titre, mais on nous disait que dans ce documentaire-là avec Hubert Reeves, il fallait qu'il ait creusé dans les abysses, lieux dont on ne va jamais parce que, je veux dire, l'écosystème est très fragile, pour aller être capable de faire des piles en lithium, pour être capable de faire ça. Encore là, je pense que l'empreinte écologique d'un véhicule, peu importe qu'il soit thermique ou qu'il soit électrique, est important. L'idéal, évidemment, c'est moins de véhicules. C'est plus de transport collectif efficace. Et je vais te donner un exemple. J'habite pas très loin des studios de TVA et de Cube Radio. Une quinzaine de minutes en voiture. Si je veux faire le même parcours en transport collectif, ça va m'en prendre environ 45 minutes. Donc, on passe de 15 minutes à 45 minutes pour un aller-retour avec des horaires qui sont atypiques. Là, je parle même pas des horaires atypiques. Je parle pas de la disponibilité de nuit. Alors, tu vois la perte de temps encourue. Évidemment, l'avenir est au transport collectif. L'avenir est à un transport collectif le plus efficace et le plus rapide possible. Mais là aussi, c'est compliqué. Et là aussi, c'est compliqué. Et j'estime qu'on est encore... On n'a pas... Pour avoir été, par exemple, en Europe, où, évidemment, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, je pense que si on réussit encore une fois, dans nos villes, dans nos municipalités, en périphérie des grands centres urbains, si on réussit à améliorer l'offre de transport collectif, ce sera un gros avantage. Et je pense qu'on aura besoin de moins de véhicules ultimement. Donc, l'avenir, il est là aussi. Il faut y penser. Oui, mais ça, oui, il va falloir qu'il commence à y travailler aussi. Jean-François me souffle à l'oreille. L'océan vu du cœur, voilà. C'est le documentaire avec Hubert Reeves, entre autres, où on nous mentionnait l'impact que ça prend construire ce genre de véhicule. Est-ce que vous avez fait le saut vers les véhicules électriques? Est-ce que vous êtes plutôt de véhicules à essence? Les réponses sont vives là, sur la messagerie texte 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Puis aux appels, on te garde avec nous autres. Excellent.